L'objectif principal d'une SCPI, une société civile de placement immobilier, est de permettre aux investisseurs d'accéder à l'immobilier locatif de manière collective et simplifiée. C'est un véhicule français assez connu, notamment par les professionnels de l'immobilier, mais qui n'existe pas tel quel en Espagne. Mais depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne des SCPI françaises qui souhaitent diversifier leurs investissements à l'étranger. Cela leur permet de réduire le risque pour les investisseurs, car les biens ne se trouvent pas seulement en France, mais dans d'autres pays, qui a une autre politique et une autre économie. Dans cet épisode, je vous donne 3 conseils pour assurer une pleine rentabilité en Espagne de votre SCPI française. Hola a todos y todas. Je m'appelle Audrey Clémenceau. Je suis avocate spécialisée en droit immobilier, inscrite au barreau de Barcelone en Espagne. J'accompagne depuis 2008 mes clients français ou francophones, particuliers ou professionnels, dans leurs projets immobiliers sur tout le territoire espagnol, qu'ils portent sur un achat, une vente, de la construction, des baux commerciaux, de la cession d'actifs immobiliers ou de fonds de commerce, ou encore une succession entre la France et l'Espagne. Je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Ne perds pas le Sud, boussole de l'immobilier en Espagne, et si ce contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner ou à le recommander, car je vous livrerai des astuces et des recommandations pour vous aider à sécuriser en toute éthique vos projets. Bonne écoute! Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement vous expliquer ce qu'est le véhicule SCPI. Donc, c'est une société civile de placement immobilier. Elle permet donc aux investisseurs d'accéder à l'immobilier locatif, des bureaux, des commerces, santé. En règle générale, il n'y a pas vraiment de location d'habitation, c'est plutôt des baux commerciaux, de façon générale. Et de manière collective et simplifiée. Alors pourquoi collective ? Parce qu'il y a plusieurs investisseurs qui ne se connaissent pas forcément, qui ne se connaîtront peut-être même jamais, mais qui mettent en commun leur investissement pour générer des revenus réguliers. Donc, si sur un projet, on a besoin de 24 millions, vous avez mis 500 000 euros, eh bien, vous allez percevoir vos revenus par rapport à ces 500 000 euros apportés. Mais la totalité des enveloppes apportées par chacun des investisseurs va compléter le montant total dont la SCPI a besoin pour faire un projet. C'est une gestion donc collective, je viens de vous l'expliquer pourquoi, et simplifiée aussi parce que finalement la gestion elle est déléguée directement à des professionnels, aux personnes, soit c'est un fonds d'investissement, soit c'est directement le personnel de la SCPI, mais en tout état de cause, la gestion est sans contrainte donc de gestion locative pour l'épargnant. Donc finalement l'investisseur, il place son argent, il attend que ça fructifie et puis il perçoit ses dividendes. Donc c'est un véhicule qui en France, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais si vous êtes professionnel du secteur de l'immobilier, ça doit vous dire quelque chose. C'est un véhicule très très utilisé en France. En Espagne, ça n'existe pas tel quel comme je vous l'expliquais auparavant. Mais moi, ce que je fais depuis plusieurs années, ça fait 18 ans que j'exerce maintenant, eh bien, j'accompagne certaines SCPI françaises à diversifier leur portefeuille d'actifs et donc à acquérir des biens locatifs avec des revenus locatifs en Espagne. Comment est-ce qu'on peut assurer la rentabilité d'une SCPI française en Espagne ? Eh bien, ça va être l'objet de cet épisode et je vais vous donner 3 conseils. Le premier conseil, bien évidemment, c'est de faire un audit juridique et technique du bien loué. Pourquoi ? Parce que c'est très important. Il ne s'agit pas d'identifier l'investissement locatif qui va être économiquement et financièrement intéressant. Ça, c'est une grosse partie intéressante. En règle générale, je ne m'occupe pas de la partie financière. Elle est gérée par des conseillers financiers, soit externes, soit internes à la SCPI. Mais en tout cas, le côté financier et le côté rentabilité, combien ça coûte d'acheter cet immeuble loué et combien je perçois en dividendes, ça, c'est une analyse financière dont je ne m'occupe pas. En revanche, l'analyse financière, c'est une partie importante, mais pas la seule de l'opération. Et il y a l'analyse donc juridique et technique qui sont très importantes. Parce que si on considère que le bien est rentable, mais qu'on s'aperçoit que dans le bail commercial, il y a une erreur et que le locataire peut résilier le bail au bout de 6 mois, clairement, ça joue totalement dans le business plan et dans la rentabilité du projet. Les baux commerciaux en Espagne, en plus, sont totalement différents
que les baux en France. En France, vous avez l'habitude au bail 3-6-9. En Espagne, on n'a pas cette période triennale de 3-6-9. On peut être sur des durées totalement libres, pactées d'un commun accord, donc avec le vendeur qui va vous vendre le bien loué et l'actuel locataire. Donc, vous ne maîtrisez pas cette durée. En fait, vous vous achetez un bien avec un bail commercial déjà qui est en vigueur. Donc, c'est important d'en connaître la durée, d'en connaître les modalités de résiliation, qui et quand il est possible, qui peut résilier et quand il peut le faire. Ça, c'est très important aussi. Un point aussi très important dans l'audit à vérifier, c'est le système d'actualisation des loyers, parce qu'on a un loyer, mais encore faut-il qu'il puisse être actualisable et notamment qu'il puisse pallier au prix du marché. Alors, au prix du marché, non, pardon, mais qui puisse pallier tout simplement à la vie courante, au fait que les prix augmentent et qu'il y a une modification par rapport au pouvoir d'acquisition. Donc, pour s'assurer qu'il y ait bien un système d'actualisation qui est mis en place du loyer. Quel est-il ? Et donc, de quelle manière le bailleur peut demander cette actualisation du loyer au locataire. Ensuite, quelque chose de très important aussi à vérifier, ce sont les garanties de paiement qui ont été fournies par le locataire au début du bail. On a des garanties légales. En Espagne, on est sur du 2 mois de loyer en garantie légale. Garantie légale, ça veut dire que c'est ce que prévoit la loi. La loi prévoit simplement 2 mois de loyer. C'est quand même assez peu, notamment quand on est sur des centres commerciaux ou des bureaux ou des commerces avec une grosse surface louée. Donc, en règle générale, on est sur des loyers importants. 2 mois de loyer, c'est assez peu pour ce type d'opération avec les CPI. Donc, il faut vérifier quelles sont les autres garanties que le locataire a remises au bailleur, donc au vendeur, au moment de la signature du bail. Quelles sont-elles ? Est-ce qu'elles constituent une garantie suffisante ? On peut avoir des avals bancaires notamment, de 3 à 6 mois en plus. Bref, il faut faire un audit un petit peu de ce qui a été versé et notamment s'assurer que le vendeur sait où se trouve l'original, parce que si on a un aval bancaire en Espagne, ça doit être un document original signé par la banque pour qu'il puisse être exécutable. Donc, c'est important de vérifier tout ce point-là. Un autre point très, très important, et en France, on a vraiment l'habitude d'avoir ce déclic-là, c'est le droit de préemption. En France, je sais qu'il y a des droits de préemption, notamment de la mairie ou du locataire. En Espagne, le droit de préemption de la mairie, il existe très très peu, ou sauf peut-être dans les grandes villes pour pouvoir se positionner sur des immeubles en entier. Mais dans des opérations avec des SCPI, en règle générale, et notamment sur l'immobilier commercial, locatif, en règle générale, on n'a pas de droit de préemption qui s'applique, mais le locataire peut avoir un droit de préemption. Alors, ça dépend le locataire qu'on a. Quand on a affaire à des grandes enseignes, en règle générale, les grandes enseignes, elles sont en location. Donc, ça ne les intéresse pas d'exercer leur droit de préemption. Mais il est possible que ce ne soit pas une grande enseigne qui loue ce bien et que le locataire ait un droit de préemption. Notamment parce que la loi espagnole prévoit d'office, en fait, qu'en cas de vente, le locataire a un droit de préemption. Parfois, dans le bail, le locataire renonce à son droit de préemption. Parfois, ce n'est pas le cas et il faut donc purger le droit de préemption. Ça a notamment été le cas sur un des derniers dossiers que j'ai eu où, j'ignore pour quelle raison, le locataire, dans le bail à l'origine de la signature, n'avait pas renoncé à son droit de préemption parce que c'est quelque chose de très, très market practice que le locataire renonce à son droit de préemption. Là, ça n'avait pas été le cas. Donc, avant de faire l'opération et d'acheter les murs, on a donc dû purger le droit de préemption du locataire. Ensuite, le régime des travaux du local, c'est important. Qui va devoir assumer les travaux et quels travaux donc sont pris en charge par le locataire, par le bailleur. Ça, c'est très important. Pour qu'on puisse donc tout simplement provisionner aussi et dans le business plan, savoir si d'un point de vue financier, il y aura des travaux à prévoir ou pas. Et puis finalement, quel est le montant de l'IBI ? L'IBI, c'est la taxe foncière en Espagne et des charges de copropriété, et notamment à la charge de qui elles sont. Ça, c'est totalement de la liberté contractuelle en Espagne. La loi ne prévoit absolument rien en ce qui concerne la répartition
de ces charges de copropriété et de la taxe foncière. Donc, c'est vraiment quelque chose à prévoir dans le bail. Je ne vous cache pas que comme en France, en règle générale, on met tout à la charge du locataire. Mais, et encore une fois, récemment, l'année dernière, j'ai eu un dossier dans lequel la taxe foncière restait à la charge du propriétaire, ce qui avait largement modifié le business plan parce que on était sur une somme importante de taxes foncières à payer à l'année. Le deuxième point à faire dans le cadre de l'audit juridique, c'est la licence d'activité. Ça, c'est indispensable parce que si finalement le local qu'on achète et le bail du locataire, tout est en règle, mais pour X ou Y raison, la licence d'activité, elle n'est pas encore obtenue, elle n'est pas en norme, ou il y a une inspection de la mairie et il faut faire certains travaux et modifier certains accès ou certaines choses, notamment en ce qui concerne le système de protection contre les incendies, là, on peut vraiment avoir un gros problème parce que dans certains baux, il est prévu que le locataire fasse sa propre affaire de tout ce qui concerne la licence d'activité. Ça, c'est ce qui est habituellement prévu. Mais j'ai vu également dans ma carrière professionnelle d'autres baux dans lesquels il est prévu que si le locataire a un problème avec la licence d'activité, il peut résilier le bail et s'en aller. Donc ça, c'est très, très important. Notamment dans le dernier dossier que j'ai fait, c'était en début d'année. On était dans la ville de Madrid. Et dans la ville de Madrid, l'immeuble avait été racheté en totalité et ils étaient en train de faire les travaux. Donc le bail avait déjà été signé, mais le locataire était en train de faire ses travaux d'aménagement. Donc on n'avait pas encore eu la licence d'activité. Donc là, c'est important parce que même si on a un bail qui est signé et un loyer important qui est prévu pour ce bail, à partir du moment où il n'a pas sa licence d'activité, le locataire, il n'exerce pas son activité. Donc il n'a pas de rentrée d'argent. Donc, le problème qu'on va avoir, c'est que s'il n'a pas de rentrée d'argent, il y a peut-être un moment où il va y avoir un problème de paiement du loyer, notamment quand on est sur des loyers importants. Et pour confirmer ce dernier point, savoir est-ce qu'il a la licence d'activité, est-ce qu'il perçoit des revenus ou pas, il y a un dernier point qui est important à vérifier, c'est la solvabilité du locataire. Parce que si le locataire n'est pas solvable, si ce n'est pas un grand groupe ou s'il n'est pas capable de démontrer une solvabilité raisonnable, on va dire, ou du moins market practice, c'est vrai qu'on pourrait avoir un problème en tant qu'SCPI française qui rachète de l'immobilier commercial avec un bail. Si demain le locataire ne peut plus payer ses loyers, alors certes, la loi prévoit que je peux le mettre dehors, je peux l'expulser et récupérer le local pour le louer à quelqu'un d'autre, mais c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. C'est dans le cadre d'une procédure contentieuse, donc ça peut mettre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et puis, c'est pas l'objectif d'une SCPI d'avoir un locataire qui ne paye pas son loyer. La SCPI, la seule chose qu'elle veut, c'est un maximum de rentabilité pour les investisseurs qui lui ont fait confiance. Donc, autant vous dire qu'il est très important de vérifier la solvabilité du locataire. Deuxième conseil important, il va falloir notifier au locataire l'identité du nouveau propriétaire et changer le titulaire du dépôt de garantie. Ça, c'est une fois qu'on est passé chez le notaire, c'est une fois qu'on a acheté les murs. Donc, il y a une cession du bail commercial qui se fait entre le vendeur, le premier bailleur, et l'acquéreur, donc la SCPI française, qui va devenir le nouveau propriétaire et le nouveau bailleur. Donc, cette cession de bail, elle est faite sans l'accord du locataire, puisqu'il y a un rachat des murs, donc de facto, la loi prévoit que le bail est cédé. Par contre, il faut quand même notifier au locataire qu'il a un nouveau propriétaire, notamment son identité, mais surtout le nouveau numéro de compte sur lequel il va devoir verser ses loyers. S'il y a un loupé où vous mettez trop de temps à faire cette notification, le loyer du mois en cours, ou si vous signez à la fin d'un mois, le prochain loyer ne sera pas versé sur votre compte. Donc, quand on parle de gros loyers, ça peut faire la différence. Donc, c'est important, dès le jour même où on signe chez le notaire le transfert de propriété des murs, il faut, en suivant, le jour même ou le jour d'après, en tout cas, il ne faut pas perdre de temps pour notifier au locataire l'identité du nouveau propriétaire. Également, changer le titulaire du dépôt de garantie. Parce que dans certaines communautés autonomes en Espagne, ce n'est pas le cas partout, mais la majorité des communautés autonomes prévoient un organisme officiel auprès duquel il faut déposer la garantie légale. Je vous disais la dernière fois
tout à l'heure, juste avant, qu'il y avait 2 mois de garantie légale, eh bien, ces 2 mois de garantie légale doivent être déposés auprès d'un organisme public en Espagne. Ce n'est pas le cas dans toutes les communautés autonomes, mais dans la majorité. Donc, ce dépôt de garantie, il ne va pas être retiré par le vendeur pour vous le mettre sur votre compte pour que vous le remettiez à l'organisme. Il va rester auprès de l'organisme. Il n'y aura pas de mouvement de ce montant-là. En revanche, il faut notifier donc cet organisme du changement de titulaire et du changement de dépôt de garantie. D'accord ? Moi, mon conseil pour faire ça, c'est de faire tout devant notaire et que ce soit le notaire qui se charge de faire ces notifications. Ça engendre des frais de notaire un petit peu plus importants qu'une opération sèche, mais que ce soit de toute façon moi, avocate, ou le notaire qui le fait, il y a des frais pour faire ce type de démarche. Donc, mon conseil, c'est de le faire directement avec le notaire parce qu'en cas de problème, le notaire, ce que lui envoie, fait foi, contrairement à ce que moi, je peux notifier en tant qu'avocate. Et puis, mon troisième conseil, alors je l'ai mis en troisième. Pourquoi ? Parce que ce sont des démarches administratives moins importantes et qui vont avoir moins d'impact sur le business plan de l'opération. Mais en réalité, ce troisième conseil, c'est quelque chose qu'il faut vraiment préparer en amont de l'opération avant même de passer chez le notaire ou de signer un contrat d'art. C'est très important, bien que ce soit des démarches administratives assez anodines, mais ça peut prendre un petit peu de temps. C'est obtenir le NIF de la SCPI. Le NIF, c'est quoi ? C'est le numéro d'identification fiscale espagnol de la SCPI. Alors, la SCPI, c'est une société française avec son numéro RCS, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour faire ce type d'opération en Espagne, elle a besoin d'être enregistrée auprès du fisc espagnol. Et pour se faire enregistrer auprès du fisc espagnol, on ne le fait pas avec son numéro d'RCS français. On est obligé d'obtenir ce petit numéro qui s'appelle NIF. Ça, c'est important. D'ailleurs, il n'y a même pas de question à se poser. En fait, c'est une obligation. Donc, l'opération ne pourra pas se signer sans l'obtention de ce NIF. Donc, on ne se pose pas de questions, on y va. Pour ce faire, alors moi, bien sûr, je peux faire ces démarches pour mes clients. Il va me falloir une procuration signée devant un notaire en France par le gérant de la SCPI ou par son organe d'administration. En règle générale, il y a un comité de gestion. Donc, c'est la personne qui représente le comité de gestion qui doit comparaître devant le notaire en France pour m'octroyer une procuration pour que je puisse faire cette démarche pour lui. On doit faire apostiller la procuration et la faire traduire par un traducteur assermenté pour que je puisse obtenir ce petit numéro. Ça a l'air de rien, mais ça prend du temps de faire toutes ces opérations, notamment l'apostille en France. Maintenant, c'est géré directement par les chambres des notaires. Eh bien, elles sont régionales en France, les chambres des notaires, et il y en a certaines qui sont plus réactives que d'autres. Donc, même si ça paraît anodin, ça l'est pas. Il faut quand même prévoir un petit temps de préparation et se donner les délais de le faire pour ne pas courir et ne pas devoir retarder la signature pour ça. Sans ça, le notaire n'acceptera pas que vous signiez l'acquisition. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de question à se poser. L'autre chose, c'est... Moi, ma recommandation, toujours, c'est d'ouvrir un compte bancaire en Espagne. Alors, il n'existe pas d'obligation pour une SCPI française d'ouvrir un compte bancaire en Espagne. Mais ça va grandement vous simplifier la vie, d'autant plus que si vous avez pris au niveau du comité de gestion la décision d'investir en Espagne, moi, mon conseil, c'est toujours de le faire à fond à l'espagnol et non pas à la française, notamment pour créer un climat de confiance et de transparence avec le vendeur. J'ai eu plusieurs dossiers dans ma carrière professionnelle où la SCPI, pour des raisons politiques ou économiques et financières, ne souhaitait pas ouvrir un compte bancaire en Espagne. Mais en soi, c'est pas très compliqué d'ouvrir un compte en Espagne. Ça vous permet de faire le prélèvement des loyers de vos locataires qui se situent en Espagne directement sur ce compte-là, de payer toutes les charges depuis ce compte-là. Alors, c'est possible de le faire depuis un compte français. Je ne dis pas que c'est pas possible. Mais moi, ma recommandation, c'est pour simplifier l'opération, mais surtout pour créer un climat de confiance avec le vendeur. Parce que quand vous avez un compte en France, ça peut complexifier certains transferts de fonds, notamment parce que le notaire en Espagne n'intervient pas dans le cadre des achats. Donc, le notaire ne séquestre pas les fonds ne passent pas par son compte. Donc, les fonds vont transiter directement du compte du vendeur espagnol au compte de la SCPI française. Donc, c'est vrai que si on a un tampon de compte SCPI française en Espagne,
Eh bien, c'est plus simple. On reste dans le système bancaire espagnol. On peut faire des virements irrévocables et immédiats pour l'acquisition. Le locataire, qui en règle générale, lui, a une structure espagnole, eh bien, il paye les loyers à son bailleur qui a un compte en Espagne, malgré le fait que ce soit une SCPI française, et tout le monde est content. Ça, encore une fois, c'est un conseil que moi, je vais vous donner en tant que professionnelle et avocate en immobilier spécialisée dans tout ce qui concerne les projets immobiliers en Espagne. Ça fait maintenant 18 ans que j'exerce, presque 20 ans. Et je vois au quotidien certaines réticences de certaines SCPI françaises qui me disent « Mais non, je ne veux pas créer un compte français, ça ne sert à rien, ça me fait des frais. » En soi, les frais, ça se négocie. Le fait d'avoir plusieurs comptes de la SCPI, ce n'est pas non plus gênant parce que la comptabilité va rester unique. Et de toute façon, parce que parfois, on m'argumente ça, on me dit « Oui, mais à partir du moment où j'ai un compte espagnol et que les fonds que je vais percevoir sont en Espagne, je vais être soumis à l'impôt en Espagne. » De toute façon, que le compte il soit en France ou en Espagne, vous allez être soumis à l'impôt en Espagne parce que vous achetez un bien immobilier espagnol. Donc, tous les revenus immobiliers provenant de ce bien immobilier en Espagne font que vous allez être considéré d'un point de vue fiscal en Espagne comme établissement stable en Espagne et vous allez donc devoir payer à l'État espagnol, au fisc espagnol, les impôts correspondant à ces revenus fonciers perçus sur un bien immobilier en Espagne. Donc, ce n'est pas le fait d'ouvrir un compte en Espagne qui va vous créer plus d'obligations. Au contraire, les obligations, elles existent déjà malgré tout. Et ça peut vous simplifier grandement l'opération. Pour approfondir un petit peu sur ce que je vous ai dit avant, sur le fait que si vous faites du business en Espagne, notamment du business immobilier en Espagne, faites-le à l'espagnol et non pas à la française. Je vous inviterai à écouter l'épisode numéro 41 qui est à venir puisque celui-là est l'épisode numéro 36. Mais dans le numéro 41, vous pourrez donc écouter tous mes conseils par rapport à ça. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite.